Et bonsoir, nous sommes le 6 février, il est 19h à Paris, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré lire de superbes choses. Je vais confesser quelque chose, je reçois quantité d'ouvrages féministes, engagés, politiques, antifascistes, et je n'arrive plus à les lire. Parce que c'est trop, parce que je sais déjà, et que je rêve que ces ouvrages tombent dans les mains qui les attendent, celles de ceux qui ne savent pas. Alors, je me prends à lire à nouveau des romans, partout et tout le temps. Je les emporte en petites piles dans des tote bags qui me déforment, avant d'y écrire des jolies choses et de les offrir à qui de droit. Les livres lus comme méandres de l'esprit à bientôt partager sont, je trouve, le plus beau cadeau qui soit. Cette semaine, j'ai détesté la Côte d'Azur. Désolée Camélia. J'y étais ce week-end pour la première fois et je tiens en haute horreur la richesse ostentatoire. Mais surtout, j'ai haï ce que j'en ai entendu outre-Atlantique. Car cette semaine, comme tant d'autres, j'ai failli découvrir la résignation. Mais n'est-elle pas un privilège de ceux qui ne sont pas au pied du mur ? Alors cette semaine, j'ai écouté en boucle, enfin, des voix dans ma tête, celles qui me conjurent de ne pas oublier que demain est possible, parce que l'humanité a connu bien d'autres hier avant d'arriver à aujourd'hui. Je nous crois rendus à l'heure où plus que proposer au monde de voir ce qu'il ne faut plus, il faut tâcher de montrer ce qui est possible. Et tant pis si elles sont trop jolies, nos utopies. Quel futur imaginer ? Comment le transmettre ? Pourquoi garder espoir ? Ce soir, vous l'aurez compris, étoile filante dans le ciel face à yacht qui coule, nous allons parler utopie et futur désirable. Et pour cela, autour de moi, ce soir, Camélia Jordana. Tu es chanteuse et actrice, primée à de nombreuses reprises dans les deux domaines. Ton nouvel album sortira en 2025 et le précède un extrait, Winrak, Où es-tu ? Un derija, donc dialecte algérien, français et marocain. C'est ton 6e album. Tu as sorti le tout premier à l'âge de 18 ans, après avoir été révélée à 16 ans dans l'émission Nouvelle Star. Ton 3e, Lost, te vaut une victoire de la musique en 2019 et tu avais déjà eu une belle récompense en 2018 en remportant un César de la meilleure révélation féminine pour ton rôle dans Le Brio. Après plusieurs dizaines de films à ton actif, c'est désormais à la musique que tu reconnectes, avec cet album à venir lié à la question des racines. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, merci pour cette charmante introduction et merci de me recevoir. Ouais, je suis très heureuse de chanter à nouveau en derija, en anglais, en espagnol et en français. Aussi parce que vocalement, ça sonne pas pareil. Et j'adore pouvoir m'amuser avec mon instrument, qui est ma voix. Et j'adore chanter en français. Je continue de le faire sur ce prochain album que je continue un petit peu de travailler, qui n'est pas complètement fini. Et j'adore, j'adore m'amuser dans d'autres langues et surtout chanter en derija, en arabe, donc qui est, comme tu disais, le dialecte algérien. C'est comme une réparation aussi. C'est une langue que j'apprends enfin. Je suis la première de ma lignée à qui on l'a pas transmise, cette langue, pour bien des raisons. Et du coup, le fait de me réapproprier ça et de reconnecter avec cet endroit-là, c'est bouleversant, c'est assez philosophique aussi. Et du coup, laisser la place à ça dans ma musique, ça a beaucoup de sens pour moi. Oui, ça te fait penser différemment, en fait, dans d'autres langues, en plus, j'imagine, et reconnecter à chaque fois à des choses très différentes. Complètement. Depuis gamine, j'ai toujours aimé les langues, j'ai toujours adoré comprendre la structure grammaticale d'une langue et j'ai la chance d'en connaître plusieurs. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu la chance d'être au contact de personnes qui m'ont transmis cet amour-là. Et c'est vrai que on sait que la langue structure la pensée. Et donc, jusqu'à maintenant, j'avais appris uniquement des langues latines. Le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Et aujourd'hui, remettre des ronds dans des ronds et des carrés dans des carrés quand il s'agit du derija, parce que du coup, c'est une langue que j'avais dans l'oreille depuis gamine, mais pouvoir restructurer tout ça et identifier chaque syllabe, chaque son et chaque mot, c'est assez bouleversant. Ouais. Et bien, bienvenue Camélia ce soir. Merci. Sur ce plateau. À nos côtés également Félicien Bogart, tu es animateur sur les antennes télé avec notamment l'émission Plan Culte et Radio Belge, réalisateur engagé et grosso modo artiste touche à tout. Tu as débuté ta carrière à la radio à l'âge de 16 ans, cofondé le collectif indépendant de création audiovisuelle Le Biais Vert à 20 ans et t'épanouis désormais entre des projets divers.
À suivre de ton côté, pour exemple, la sortie de nouvelles émissions et vidéos via le biais vert et en solo, 2 films, un court et un long, une exposition de tes dessins, mes personnages à venir, et un concert le mardi 11 février au cabaret Los Amoils, où tu chanteras une trentaine de chansons dédiées à tes copains, le genre de chansons que tu leur écris en sortie de sieste, par exemple. Exactement, ouais. Félicien, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur parmi tout ça ? En fait, en ce moment, c'est les chansons des copains, parce que c'est mardi prochain. Et donc oui, il y a des chansons sur Scut, il y en a 2 sur Elias, 5 ou 6 sur Julien, il y en a 2 sur Robin, qui est un copain qu'on a en commun. Loxley de l'Or du commun, on a son comparse Swing qui est venu il n'y a pas très longtemps. Et en général, ce qui me tient le plus à cœur, c'est ce sur quoi je suis occupé là maintenant. Et puis sinon, c'est vrai qu'un peu plus long terme que les chansons des copains, il y a ces projets de création audiovisuelle sous toute leur couture. Sans forcément s'encombrer de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la fiction, du documentaire ou des émissions, qu'en fait on peut simplement fabriquer au milieu de tout ça et raconter des histoires avec les outils qui sont à notre disposition. Et donc là, cette fois-là, ce sont souvent des projets hybrides. Eh bien, nous allons pouvoir en discuter de toute façon de ces projets hybrides et de tout ce que tu as aussi derrière la tête pour faire avancer le monde au fil de cette émission. Félicien, merci d'être parmi nous, d'être venu de Bruxelles d'ailleurs pour nous voir. À tes côtés, Youssoupha. Tu es rappeur et ton 7e album Amour Suprême est paru le 24 janvier. Après 20 ans de carrière et d'occasion pour tes projets musicaux d'épouser les strates de ta vie, après de nombreux classiques dont certains seront diffusés au gré de cette émission, ce projet composé entre plusieurs continents arrive lumineux pour revisiter ton passé et y trouver une forme d'élévation via de nombreux thèmes, la détermination, la place que la femme peut et doit prendre dans le monde via une lettre extrêmement touchante à ta fille, la solitude ou encore l'engagement, liant toujours des punchlines bien senties à une prose très poétique. Est-ce que ton rap s'engage parce que c'est important de s'engager ou simplement parce qu'il te ressemble ? Déjà, introduction de fou. Je dois reprendre ma respiration avant ça. Sur l'engagement de mon rap, j'ai presque pas de mérite. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré le rap pendant mon adolescence, c'était une musique par essence qui était engagée. J'aime bien le répéter, mais c'est la réalité. C'est une musique, c'est un genre musical fait par des gens marginalisés, stigmatisés, sous-représentés médiatiquement, sous-représentés politiquement. Et donc, il y a une notion de combat qui est propre au rap dans son ADN. C'est-à-dire, et le rap que j'ai reçu, que j'ai connu, c'est-à-dire de Public Enemy à MC Solar, de NWA à IAM, quand je l'ai connu pendant mon adolescence, à la fin des années 90 et tout ça, il était dans ça. Et donc, j'ai été dans une dynamique parce que moi aussi j'étais dans cette réflexion-là. Et donc, j'ai toujours gardé ça par essence. Et même dans des moments un peu plus apaisés de ma vie, comme c'est le cas par exemple ces derniers temps, il y a toujours cette fièvre-là qui existera et qui continue à être entretenue. Ouais. Merci d'être parmi nous. On va pouvoir revenir justement sur tous ces nouveaux projets et toutes les réflexions que tu as pu avoir ces dernières années. Avec plaisir. Merci d'être parmi nous ce soir, Youssoupha. Et enfin, pour compléter cette table, Malvina. Tu es une artiste pluridisciplinaire, d'abord chef d'orchestre, désormais autrice, compositrice, interprète, mais aussi pianiste, compositrice, arrangeuse, enfin pas mal de choses. Tu es née le même jour que Beethoven, ça ne s'invente pas. Et tu as sorti 3 albums, dont le dernier, l'an passé, Mercedes, en hommage à ta grand-mère, explore tout ton arrière-grand-mère, explore tout ton champ de possibilités jusqu'à la pratique du pole dance pour se faire exutoire de ta relation aux hommes. Cet album mélange pop, électro, punk, rock, metal, techno, hyper-pop, jonglant avec les formes pour s'épargner toute concession sur le fond. Tu as choisi de nous en proposer un extrait ce soir. Lequel ? C'est Forever. C'est une des ballades. Il y a 2 ballades dans l'album. C'est une ballade pop, mais je l'ai fait en français cette fois-ci. Et qu'est-ce qui signifie ce titre pour toi et sur ce projet ? En fait, c'est un peu un titre à part, même s'il reste dans la lignée d'un mouvement un peu féministe, mais je l'ai écrit pour ma meilleure amie, en fait. Et je l'ai écrit aussi pour la solidarité féminine. Eh bien, on t'écoute tout de suite sur Move, en live. C'est Malvina.
la vie commence dans le noir pour nous deux et on fait de notre mieux. J'ai rien vu dans ton regard, dans les excès, les appels tard le soir. Si j'avais su, mais j'étais aveuglée par les mêmes choses qui t'ont fait galérer. Regarde-moi, je suis trop désolée, désolée. Prends-moi la main, c'est ok de plonger. Si t'es dans les flammes, je verserai une larme. Si tout est trop lourd, mets-le sur moi. Je ferai briller sur ton monde une lumière dorée pour l'éternité. Allongé, on contemple la nuit. Défoncé, tout est infini. Sous le ciel des amours naissants, sur nos chevilles un cœur en argent. Le sol parfois se dérobe sous tes pieds. Juste rappelle-toi, je suis à tes côtés. Je veux connaître tous tes secrets, même les plus sombres pour moi, tout est parfait. Si t'es dans les flammes, je verserai une larme. Si tout est trop lourd, mets-le sur moi. Je ferai briller sur ton monde une lumière dorée pour l'éternité. Je n'irai jamais tous les dramas, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on sera. Je ferai briller sur ton monde une lumière dorée pour l'éternité. Si t'es dans les flammes, je verserai une larme. Si tout est trop lourd, mets-le sur moi. Je ferai briller sur ton monde une lumière dorée pour l'éternité. Pour toujours et à jamais, à jamais, à jamais. Pour toujours et à jamais, à jamais, à jamais. Bien, mes très chers amis, nous allons pouvoir commencer cette émission sur les utopies. Je vous rappelle que si vous avez loupé l'introduction, où on s'est déjà raconté plein de choses, vous pouvez réécouter cette émission en replay sur le site et l'application Radio France, mais aussi sur toutes vos plateformes de streaming et enfin YouTube au bout de quelques jours, comme d'habitude. Ce soir, je suis donc avec Malvina, que vous avez eu le loisir d'entendre juste avant, mais aussi Camélia Jordana, Félicien Bogaerts et Youssoupha pour discuter ensemble ce soir des utopies. Et on va commencer par la question classique. Quelle est votre définition d'une utopie ? Waouh. Dommage qu'il n'y ait pas Thomas More dans l'Assemblée. Vous voulez que j'y aille ou quelqu'un veut y aller ? Si tu veux. Honneur aux Belges. Bah moi, c'est un mot que j'aime bien et en même temps dont je me méfie un peu parce que j'ai l'impression qu'on peut... Enfin, il fait partie de ces mots dans lesquels on peut mettre à peu près tout et n'importe quoi aujourd'hui. Complètement.
quelque part, c'est la phrase à laquelle tu faisais allusion dans ton intro de Trump qui veut transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient, de son point de vue, c'est aussi une utopie. Hein, on rase tout, on déporte les gens et puis on fabrique une côte d'Azur sur les décombres. Donc c'est un mot dont je me méfie un peu. J'ai l'impression que y a cette phrase qui est pas mal, je sais plus de qui est là, qui dit l'utopie, il en faut beaucoup au départ parce que ça réduit à la cuisson. Et en fait, le fait qu'on écoute Imagine, ça me fait penser à ça, parce que au fond, quand on écoute les paroles de la chanson, c'est une chanson très radicale. C'est-à-dire, elle brasse large dans l'envie d'idéal. Et il y a quand même de vraies propositions. C'est une chanson contre les frontières, contre la propriété privée, contre les religions. Donc c'est quand même assez... c'est anarchiste, anticlérical, c'est quand même assez badass comme chanson. Et finalement, aujourd'hui, c'est un des morceaux les plus diffusés à travers le monde, les plus réappropriés commercialement, et qu'on entend à toutes les sauces. Donc voilà, c'est un mot dont je me méfie un peu. Moi, je dirais que je crois aux utopies dans lesquelles, évidemment, il y a du rêve, mais dans lesquelles on a aussi des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ce qui se passe autour de nous et qui tiennent compte de l'existence, de la réalité. Ce que ne fait pas vraiment Donald Trump avec Gaza. C'est-à-dire, moi, quelque part, un comité de quartier ou des jeunes qui ouvrent un local pour discuter de politique ou des gilets jaunes qui se retrouvent sur un rond-point pour y faire des cabanes et faire à manger ensemble. Ça, c'est des utopies qui m'intéressent un petit peu plus que un branleur de hippie qui fait son utopie tout seul dans son van à 50 000 € quelque part. Oui, les Saint-Gillois un peu. Voilà, pour les Bruxellois qui nous écoutent. Il y a des références là. Il y a les références belges. J'ai eu une discussion, alors ma vie est un camoulox, j'ai eu la chance d'animer un atelier avec Noël ma mère la semaine dernière, voilà. Ça n'a pas vraiment de sens, mais voilà, et on parlait justement avec des citoyens en fait de quelles étaient les utopies possibles autour de nous, et en fait il y avait des gens qui disaient moi voilà, je suis présidente du club de foot dans mon quartier, moi je fais ci, moi je fais ça, et en fait oui, de fait, dès que t'es proche des gens, dès qu'il y a du lien qui se recrée, t'as des espèces d'interstices de début d'utopie. Youssoufa? Non, moi j'aime bien le mot. J'ai eu une période un peu comme toi ou Félicien où c'est un mot dont je me méfiais, mais maintenant je préfère voir le côté lumineux du mot. Déjà, sur un point de vue d'auteur, je trouve que c'est un mot qui sonne bien. Dedans, j'y entends euphorie, j'y entends élan, j'y entends excès. Et au fait, j'aime bien le fait... ça a l'air un peu grandiloquent, utopie. C'est mais vous avez ce genre d'utopie, ça a l'air excessif. Et en fait, c'est un excès qui me parle. Alors peut-être que parce que je suis un peu artiste, mais en fait, c'est parce que je suis un peu humain et j'aime, on aura l'occasion peut-être d'en parler, j'aime bien que les gens qui veulent du bien ou faire du bien se permettent les excès, parce qu'au fait, ceux qui veulent faire du moins bien, voire du mal, on leur permet ces excès-là. Et c'est-à-dire que souvent, souvent, il y a ce truc trop bon, trop con, mais il n'y a jamais trop méchant, non, c'est pas bien, non. En fait, du coup, si jamais vous avez un bel élan, un élan qui élève, en fait, allez-y à l'excès, etc. Donc, j'aime bien le mot. J'ai peut-être traversé des années où, voilà, pareil, j'étais un peu désillusionné, mais je me dis, non, il faut redonner de la force à ceux qui en ont des utopies. Et paradoxalement, par contre, ça, c'est une déformation. Quand j'entends utopie, effectivement, j'imagine un idéal positif tel qu'il est décrit, par exemple, par John Lennon, plutôt que celui de Trump. En fait, oui, c'est son utopie à lui, mais moi, je le classe même pas. Ouais. Et c'est assez radical, c'est assez arbitraire, mais je le prive de ceux qui nous tirent vers le bas, pour l'accorder à ceux qui veulent s'élever. Mais je rebondis sur ce que tu disais, Youssoufa, et je pose la question à tout le plateau. Pourquoi vous pensez que toutes les choses qui en fait sont assez intuitives et normales, du style respecter les autres et la planète sur laquelle on vit, sont qualifiées d'utopie, comme si c'était un espèce de rêve un peu absurde et que... bon. Parce que le capitalisme... Est-ce que tu peux développer, Camélia, Jordana? Moi, je rejoins assez Youssoufa sur sa vision de l'utopie. Pendant un moment, j'étais plutôt dans ta vibe, c'est-à-dire que l'utopie, je me disais, bon, quand même, non, en fait, ça me posait un peu problème parce que pour moi, l'utopie, elle apparaissait que quand je parlais avec un comédien racisé qui me disait, non, mais moi, on m'invite pour faire un débat et on me dit, mais toi, dans un festival, et on me dit, toi, en tant qu'acteur racisé, et ça me saoule parce que j'ai envie qu'on me dise, toi, en tant qu'acteur. Oui, mais tu es dans une utopie. J'étais plus dans cette vibe-là. Et tu rêves, quoi.
C'est surtout que, en fait, c'est comme quand on nous explique que quand t'as des gens qui disent je suis pas féministe, je suis humaniste. Oui, mais du coup, ma puce, ma belle, en fait, il faut qu'on se concentre parce qu'en fait, si on nomme pas les choses, on peut pas les faire avancer, on peut pas identifier, c'est nier en fait les angles morts du sujet. Donc voilà, je rejoignais un peu ce concept-là. Et puis maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, je rejoins plutôt Youssoupha en fait dans ton angle de vue, ton point de vue, c'est-à-dire que j'essaye de pas considérer... c'est un peu comme en musique, c'est-à-dire que... Ou même dans ma propre identité, pour répondre de manière très intime. En fait, on est dans Tunnel, c'est pour ça. On met des tunnels, tu sais, je vais te mettre un tunnel là, Anna, t'es pas prête. Non mais... en fait, ce qu'il y a, c'est que, si tu veux, jusqu'à il y a encore pas si longtemps, j'étais plutôt dans un truc où l'identité franco-algérienne, c'est une identité qui est très complexe. Bien sûr. Qui est sublime, qui est très riche, mais qui est très à vif aussi. Et jusqu'à il y a encore pas si longtemps, c'était vraiment une chose que je subissais, que je portais, où je me disais, putain, et en fait, je me rendais compte que la manière que j'avais, moi, de l'incarner dépendait vachement et était extrêmement tributaire de la manière dont les gens me voyaient, et c'était tributaire de ce que les gens projetaient sur moi par rapport à cette identité-là. Et aujourd'hui, je me suis vachement déplacée et je suis plus dans un truc de me dire non, mais en fait, mon identité franco-algérienne, justement, elle est riche, elle est belle, elle est dense, elle est aussi douloureuse, mais pas que. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que moi j'en fais et comment je me positionne face au monde en fonction de ça. Bref, j'ai fait un grand détour pour dire que pour moi, l'utopie, du coup, c'est un peu le même axe que je choisis, c'est-à-dire j'essaye de ne... Même si j'ai conscience que ça existe, Trump et mes potes qui n'ont pas encore lu les quelques ouvrages que je leur conseille depuis des années et qui ne veulent pas intégrer qu'on doit nommer les choses pour pouvoir les évacuer parce qu'on doit les traiter avant. De la même manière, j'essaye de plus trop considérer en fait ces utopies... négative, j'ai envie de dire, c'est un terme chelou, mais bon. Et en effet, me concentrer sur ce qu'évoquait Youssoupha, en effet, moi aussi, je trouve que ce mot est magnifique. Il m'évoque un truc extrêmement lumineux, un ciel complètement étoilé et une force d'espoir, de lumière qui est une matière noire au-dessus de nous, vers laquelle tendre, quoi. Et en effet, le monde va assez mal et Trump existe. Et du coup, je pense que c'est à nous de nous focus sur nos propres utopies pour pouvoir... je crois que c'est notre manière de combattre, quoi. C'est notre manière de résister. Pour préciser un peu, je renvoyais pas dos à dos les utopies de Trump ou Elon Musk. Non, j'ai bien compris. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a parfois un cliché qui peut venir aussi d'utopies qui sont des créations ex nihilo, comme ça, des choses en fait qui n'ont plus de prise avec les réalités qu'on peut connaître en fonction des endroits dans lesquels on se trouve, des réalités locales qui sont très différentes les unes des autres, et que moi ne m'intéresse que les utopies qui tiennent compte de ça et qui sont construites collectivement. Sur les écologistes de Paris qui disent à la France entière de ne pas prendre la voiture. Par exemple. Malvina, c'est quoi, toi, ta conception de l'utopie, justement? Est-ce que t'en as une vision plutôt positive ou plutôt négative? Je ne sais pas si c'est aussi binaire que ça. Après, j'ai l'impression que c'est compliqué de parler d'utopie sans parler de politique. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, je pense à ça. Et je pense qu'on est tous un peu au courant de ce qui se passe dans le monde actuellement, et du coup je trouve ça très difficile d'avoir des utopies aujourd'hui, et je pense que c'est aussi pour ça que les utopiques me fascinent, parce que ça me redonne vraiment foi en l'humanité, quoi, et je pense qu'on a vraiment besoin de ça, et parce que aussi je sais que moi je suis quelqu'un de très... j'ai tendance à toujours imaginer un peu le worst case scénario de chaque situation, et je vois toujours un peu le côté obscur de la force, et parce qu'il y a ce truc où je me dis genre comme ça je serais forcément surprise dans le bon sens, ouais, c'est ça, pas déçue, mais oui, après évidemment c'est important en fait, c'est important d'en avoir. Mais, en fait, c'est vrai que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on dit « Ouais, mais t'es complètement utopique », c'est hyper négatif, tu sais, c'est genre... C'est ça qui me dérange. Ouais, c'est quand même embêtant. Que les gens qui voient grand, qui aspirent au meilleur, y a ces expressions que vous connaissez tous,
on n'est pas dans le monde des bisounours, trop bon, trop con, etc. Des expressions que moi j'ai adoptées, que j'ai prononcées plein de fois et tout. Et avec le temps, je disais, mais... Et je vais même aller loin, je vais même aller sur des choses domestiques, mais vraiment très, très, très connes. Même des fois quand des gens, pour des choses vraiment très terre à terre, projetaient des choses positives sur moi, même ça, des fois, je le repoussais. Tellement endoctriné par la manière, c'est-à-dire que quelqu'un me disait ouais, il est super ton album, je sais pas, je dis n'importe quoi, vivement le Bercy, je vais lui dire non mais tu sais, Bercy c'est trop grand, on va pas s'emballer. Enfin, il y a ce truc-là de toujours revenir à des choses un peu dures et de se raccrocher au négatif. Et au fait, là, je parlais sur un truc domestique et assez con, mais un peu sur tout. Ouais, on pourrait se cotiser pour ça ou se réunir pour ça. Ouais, mais tu sais, faut pas rêver, tu vois. Et en fait, tout est rêve, tout est un peu... t'as rien compris, t'es un peu con, tu vois. Et c'est dommage que ça soit ceux qui élèvent. Par contre, les gens qui sont dans des choses très plein d'ascétisme, plein d'austérité, en fait, ils sont perçus comme sérieux, comme pertinents. Presque comme le futur même, comme c'est cette voie-là qui est à suivre. Et en fait, c'est ça qui va nous en sortir et tout. Et en fait, je trouve que juste c'est déséquilibré. J'ai pas la prétention d'avoir la solution du truc, mais à quel moment c'est devenu aussi caricatural que, justement, des gens négatifs, pour utiliser un mot dur, et austères, soient valorisés et pris au sérieux, et que des gens qui élèvent, parce que les solutions qui élèvent, elles sont pas toujours connes, elles peuvent être aussi très très pertinentes, et souvent elles le sont, et par contre ça soit un peu oh voilà, je sais pas, j'ai pas le sentiment d'être un militant des partis écologistes et tout, mais genre quand on parle d'écologie, il y a toujours quelqu'un qui te dit ouais mais c'est bon, et en fait je comprends pas trop, enfin comment ça c'est bon, enfin genre c'est trop d'en parler. Non, c'est sain, non? Enfin, je trouve ça juste sain, c'est juste du bon sens. Et même ce type de bon sens-là est caricaturé. Donc du coup, c'est vrai que j'en suis à un stade dans ma vie où moi je déséquilibre la balance de l'autre côté. C'est-à-dire que je libère les utopies. Vraiment, je veux que excéder. Parce qu'au fait, ceux qui sont dans des intentions colonialistes ou hyper capitalistes ou hyper destructrices, eux, ils font pas doucement. Eux, ils ne font pas doucement. Donc, du coup, il faut que de l'autre côté, on déséquilibre en libérant les utopistes pour dire oui, c'est possible. Tu veux des éléphants bleus qui s'envolent dans le ciel? Oui, on va le faire. Et si on limite le rêve et si on limite les aspirations, et en fait, de l'autre côté, ça va pas limiter. Et par contre, on aura des choses horribles. Puis surtout, s'il y a un juste milieu, c'est toujours un peu le problème. Moi, je trouve qu'il y a en France, et c'est une différence d'ailleurs que j'ai toujours vue avec la Belgique, où il y a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. Enfin voilà. Ouais. Il y en a qui l'ont expliqué mieux que moi. Oui, là, c'est un petit peu la merde. Ouais. Mais bref, en France, il y a quand même cette façon de toujours vouloir faire discuter ensemble le pire du pire, et des gens qui pensent juste à peu près normalement, qui veulent que tout le monde survive dans des plutôt bonnes conditions sur une planète qui va plutôt bien, et faisant débattre ces gens-là ensemble comme si on était à égalité de discours et de risque pour l'humanité, on laisse à penser que la bonne solution, c'est un juste milieu. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas, je ne suis pas habilitée à le dire, je ne suis pas politicienne, mais en tout cas, je pense qu'on peut se poser la question. Et oui, nous étions en train de parler de ce titre, Dieu est grande, de ton nouvel album Amour Suprême, Youssoupha. Ouais. Le clip, est-ce qu'on peut en parler ou est-ce que tu veux garder la surprise? Ouais, en fait, on veut pas le spoiler à Kabela. C'est l'album qui s'appelle Dieu est grande? Non, le titre, l'album, il s'appelle Amour Suprême, et le titre principal s'appelle Dieu est grande. Il y a un titre qui s'appelle Amour Suprême aussi. Oui, effectivement. C'est pour ça, on parlait d'utopie tout à l'heure. En fait, oui, nos albums, c'est un peu le baromètre de ce qu'on traverse. Et justement, cette chanson-là, Dieu est grande, que j'ai écrit pour ma fille, ça pose les utopies en tant qu'homme. Moi, j'ai mes utopies à moi, parce que tout à l'heure, tu parlais d'utopie, les utopies collectives et les utopies un peu plus individuelles. Et moi, j'avais écrit une chanson pour mon fils qui s'appelle Mon Roi, mais c'était une projection du petit garçon que j'étais, et que je projetais sur mon fils quand même. Et en fait, quand il s'agissait d'écrire pour ma fille, je me suis rendu compte au bout de 4 lignes que j'ai jamais été une petite fille. Et qu'en fait, oui, il y a la vision que j'ai pour une petite fille, mais moi, je ne suis pas une petite fille. Elle a quel âge, ta fille? Là, elle a 9 ans. Mais j'ai essayé de lui écrire un truc qui pourrait l'accompagner dans sa vie et tout. Et première chose que je me suis rendu compte en me prenant un peu la tête, c'est que être une fille, c'est
pas anodin. C'est-à-dire qu'être un garçon, finalement, entre guillemets, t'es la norme. Être une fille, t'es de l'alternative. Et en fait, un garçon dans un monde fait par et pour les garçons. Exactement, et que je connais et qui m'a avantagé. Et donc du coup, c'était marrant d'écrire ça. Et je me suis dit, je pourrais pas réinventer 40 ans d'éducation de travers. Donc je vais assumer ces maladresses-là et les raconter pour lui dire ce qu'elle pourrait avoir à compenser. Et en fait, ça a été même une belle expérience pour moi. Et puis voilà, après le titre est sorti, beaucoup de gens se l'ont approprié de manière hyper positive, etc. Mais sans fausse modestie, moi, j'ai pas de mérite. Moi, je constatais juste que, ok, je réalise que être une petite fille, elle va faire face à des choses que moi, j'ai pas fait face de différentes manières. Et en fait, ça m'a rendu curieux. Camélia, juste avant ça, on a entendu un titre à toi qui s'appelle Femme. Qu'est-ce que tu avais voulu raconter, toi, dans ce titre ? Et dire, surtout. Je crois que j'avais envie de faire un hymne féministe. J'avais envie de donner de la force et de l'amour aux femmes et à toutes les personnes qui se sentent femmes et qui se présentent comme des femmes au monde. C'était particulier parce que l'album il est sorti en 2021, j'ai dû faire cette chanson en 2019 puisque le premier single était sorti en 2020 et en 2019 il y avait eu MeToo, mais l'industrie musicale en France on parlait pas de féminisme de ouf, tu vois, et quand tu le faisais t'étais un peu regardée genre elle veut quoi, elle? Tu vois, t'étais un peu en danger, t'étais la féminazie hystérique, tu vois, tout ce qu'on aime. Et du coup, je me disais, attends, par où je vais passer? Et en fait, je me suis dit, en fait, il faut juste que je parle d'amour parce que évidemment, je parle dedans de combat. Je parle de notre courage, je parle de notre force, mais je parle aussi j'ai essayé de mettre plein d'amour sur ça, un peu comme j'avais fait, mais de manière peut-être plus lumineuse sur cet album-là, parce que sur Lost, c'est un album qui m'a coûté énormément, qui n'a pas été travaillé, on va dire, à cette époque-là, et qui du coup, mais aussi j'ai ma part de responsabilité, parce que c'est un album et que j'assume complètement par ailleurs, mais que j'ai fait vraiment sans aucune concession à l'époque. Mais c'était vraiment un cri du cœur. Chaque événement un peu trashos était une petite genèse pour des chansons sur lesquelles j'avais essayé de mettre de la lumière, mais n'empêche que c'était vraiment un truc sur lequel j'avais rien projeté, ni en termes de communication, ni en termes de scène, ni en termes de rapport au public, ni rien. Là où, Femme, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de donner la chance à cette musique d'accéder au public, et j'ai envie que le public puisse y avoir accès aussi, ne serait-ce qu'il sache qu'elle existe, ce qui n'avait pas été le cas pour l'album d'avant. Et du coup, je me suis dit, en fait, le truc qui triomphe le plus et qui, moi, me bouleverse le plus en tant qu'auditrice, c'est quand ça me touche en plein cœur et que ça parle d'amour. Donc, je me suis dit, je vais parler évidemment de la colère, des combats et de ce que ça nous coûte, mais je vais essayer de mettre plein d'amour dedans, quoi. En gros. Et mettre de la lumière même dans la lutte, en fait. Exactement. Et grâce justement à toutes les personnes qui ont osé élever leur voix, de quelque place qu'elles se trouvent, même quand c'est des hommes qui justement viennent parler à des femmes, quand c'est des femmes qui ont vécu ces luttes jusque dans leur chair, grâce à des artistes qui ont fait porter leur voix, mais aussi à plein de personnes, qu'elles soient illustres ou inconnues. On a les luttes féministes qui ont pu progresser, mais ce ne sont pas les seules luttes qu'ont pu porter l'humanité. Est-ce que vous avez en tête des moments dans l'humanité où les hommes, l'être humain a cru l'utopie possible et a réussi à se dépasser grâce à ça? En 89, la chute du mur de Berlin. Et puis je pense qu'on en est tous revenus, quoi. Je pense que c'est l'idée d'un monde uni, libéré. J'ai encore vu, c'est sur la maquette de la maison de la radio au rez-de-chaussée de Radio France où nous sommes. Il y a une affiche 20 ans de liberté ou un truc en référence à la chute du mur, je pense. Et en fait, oui, je crois que ça c'est un moment, c'est une image qui a fait rêver beaucoup de monde, qui a donné espoir à beaucoup de monde. Et puis aujourd'hui, on est dans un monde qui est finalement pas si libéré. On en parlait tout à l'heure sur les grandes périodes, que ça soit après mai 68 ou chute du mur, etc., entre la seconde partie du XXe siècle où on a eu l'impression qu'un vent nouveau et frais était en train de souffler, et probablement que c'était le cas encore une fois, pour une certaine partie du monde, parce que les gens qui travaillent dans les mines au Congo ou partout ailleurs, en fait, ça, ils les ont pas encore vus, les 30 Glorieuses. Et puis maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, on a
plus tellement le même sentiment, je pense, qu'à ces périodes-là de l'histoire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je vais nuancer juste sur une chose. Je pense, pareil, j'ai pas des solutions et tout, mais que les utopies aussi peuvent s'élever aussi si jamais elles arrêtent de s'auto-centrer. Par exemple, moi, je suis arrivé en France, c'était 89 ou 90, je sais plus, c'était j'ai connu sur place la chute du mur du Berlin, j'étais en Europe et tout. Mais pareil, c'est toujours des événements occidentaux qui donnent le baromètre de ce qu'est l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui habite, je sais pas, en Gambie ou alors au Paraguay, finalement que la RDA et la RFA se réunissent, finalement, l'élan, tu vois, ou alors Paris libéré, Paris torturé, mais Paris libéré. Tout. En fait, c'est des marqueurs forts et tant mieux, tu vois, pour la société occidentale, etc. Et je dis pas ça du tout par posture ou quoi que ce soit, mais je me suis rendu compte, moi qui ai plusieurs cultures, je suis né, j'ai grandi en Afrique et maintenant j'habite en France depuis mon adolescence et maintenant je suis retourné vivre en Afrique. Et bref, je suis très content de cette vie transcontinentale, mais finalement... les utopies, faudrait pas que les utopies faudrait réussir des utopies collectives et pas des utopies civilisationnelles que les unes éliminent les autres, tu vois ce que je veux dire, avant, après Jésus-Christ, après Christophe Colomb, avant, après la chute du mur de Berlin et tout ça. En fait, c'est des marqueurs qui pour un Soudanais ne veut rien dire, en fait. Et au fait, il faut avoir l'humilité de pouvoir l'accepter et maintenant, du coup, que nos utopies, elles transcendent un peu ça. Et du coup, se poser juste la question de qui est vivant en même temps que nous. Et je parle même pas du passé, je parle même pas du futur, de là maintenant, qui est vivant en même temps que nous, pour qu'on puisse penser quelque chose vraiment de collectif. Alors c'est pas facile, hein. Dit comme ça paraît pas facile, mais le début des utopies pour moi aussi, c'est la fin des marqueurs culturels et civilisationnels dominants notamment. Oui, et puis même, pour juste rebondir rapidement, je pense que certains événements qui sont vécus ou vus en Occident comme des bonnes ou des mauvaises nouvelles sont parfois vus vraiment au contraire par les pays du Sud. Quand on parle maintenant, par exemple, d'un effondrement des structures économiques de l'Occident, avec ces théories de l'effondrement qui ont un peu de succès dans les milieux écolos, en fait, il y a tout un tas de gens qui auraient peut-être plutôt intérêt à ce que ce monde-là s'effondre. Et là où nous, on en parle en parlant de la fin d'un monde, il y a peut-être toute une partie du monde qui a plutôt intérêt à voir ce monde-là se terminer pour que d'autres mondes soient possibles. Camélia Jordana qui est avec nous ce soir, ainsi que Malvina Youssoufa et Félicien Bogars pour parler des utopies. Et je voulais vous parler des utopies justement du passé. On l'a un petit peu évoqué. Est-ce que justement Félicien nous disait juste avant qu'on écoute ce titre de Riles que peut-être que finalement les dystopies de certains comme l'effondrement pouvaient être les utopies d'autres et qu'en fait ça dépendait juste d'où l'on se plaçait. Ce que tu veux confirmer Youssoufa tout à l'heure en disant qu'en fait il y avait des utopies tout à fait civilisationnelles et un espèce d'ethnocentrisme sur ce que doit être le bien du monde. Ce serait quoi le monde parfait ? Que vous ayez peut-être vu dans un film ou lu dans un livre ou entendu dans une musique ou imaginé dans votre tête, quel serait le monde parfait pour vous ? Je me tourne vers toi, Malvina. Je crois que pour moi, le monde parfait, ça serait un monde où il y a de la bienveillance et de l'empathie partout autour de nous. Où on peut, je sais pas, montrer de l'amour aux gens. Je trouve que c'est un truc qui manque de façon globale. Ouais, l'empathie, complètement. Ouais, de réussir à se mettre à la place des autres, de réussir à comprendre les souffrances des autres, d'avoir de la bienveillance pour ça, d'être à l'écoute, de donner de l'amour. Et à l'échelle individuelle, les gens, ils y arrivent ou ça, tu sens qu'il y a un espèce d'individualisme, toi en tout cas, dans ce que tu vois et ressens ? Je sais pas, moi je vois plein de belles choses autour de moi, je vois plein de choses un peu moins belles. Et mais en fait, c'est dur d'être. Je trouve ça malheureusement très dur d'être bienveillant en permanence, quoi. Mais ça demande de ouais, je sais pas, d'être un peu moins égocentré, quoi. Et c'est un monde où on peut être un peu facilement replié sur soi-même. Mais
Non, je sais pas. Autour de moi, je vois beaucoup de bienveillance. Donc, Ah, c'est vrai. Ouais. T'as réussi à justement choisir un entourage Ouais. qui arrive à t'entourer et tout. Ah, Mais de toute vraiment. façon, c'est beaucoup. Ouais. Camilla, t'en parlais toi aussi, que t'essaies de suggérer aux gens autour de toi de lire des livres, enfin de s'éduquer sur plein de sujets pour justement peut-être aussi avoir l'entourage le meilleur possible. Parce que je crois que ça aide en plus à continuer à y croire justement, à rester dans une pensée un peu qui touche à l'utopie. Ouais, j'ai la chance d'être à une place dans ma bande, dans ma famille de cœur, qui est une place de choix parce que comme j'ai la chance d'avoir, comme on disait tout à l'heure avec Youssoupha, j'ai commencé quand j'étais encore toute jeune et donc j'ai mené une vie d'adulte très très jeune. Donc ça m'a obligée en fait à avancer, à travailler sur moi sur plein de choses. Et du coup, dans cette bande-là, je suis un peu la grande sœur. Et pour le coup, ce que j'encourage, pour revenir aussi sur ta question tout à l'heure, c'est ce truc de monde idéal. Je rejoins Malvina sur, évidemment, l'amour et l'empathie. Et par rapport à ce truc de bienveillance permanente, je crois que la spiritualité, c'est un truc qui guide énormément et qui aide beaucoup ça. En tout cas, moi, je sais que j'arrive à travailler sur mon empathie et sur mon non-jugement de l'autre et le fait de garder mon calme sur une situation, même si je me sens attaquée, même si je me sens visée, d'avoir conscience que je suis l'objet et pas le sujet. Mm-hmm. La spiritualité, ça m'aide beaucoup pour ça. Et une chose aussi qui m'aide énormément et qui est donc une chose que j'encourage énormément dans mon cercle, qui est presque, pour être honnête, c'est vraiment pas une posture et je sais que c'est un privilège, mais c'est presque une chose non négociable en fait aussi dans mon cercle, c'est des gens qui connaissent leur cerveau et du coup la thérapie c'est un truc qui est me concernant non négociable. Les gens auxquels je laisse une place dans mon premier cercle, c'est vraiment forcément des gens qui ont au moins une sensibilité à ça, qui s'y intéressent et qui cherchent. Mais la connaissance de son cerveau, pour moi, c'est non négociable parce que j'ai ce privilège-là. J'ai eu la chance d'aller voir des psys depuis mes 8 ans. Et pour moi, dans un monde idéal, la psychologie est un enseignement obligatoire dès le plus jeune âge. Et je pense que vraiment, si on nous transmettait ce savoir-là, je suis convaincue que ça permettrait, tu sais, c'est un peu comme si toute ta vie, tu n'avais pas eu de lunettes et que du jour au lendemain, tu te rends compte que tu as -8 à chaque œil et d'un coup, on te met des lunettes et tu es genre, waouh, c'est ça que voient les gens. Et ben, ça me fait un peu ça, tu vois, le concept de la thérapie, de l'analyse de son cerveau, c'est de se dire, en fait, tu te rends pas compte, mais il y a plein d'outils pour voir l'autre et pour te voir toi, et ça passe forcément d'abord par toi pour derrière voir l'autre. Et j'avoue que, ouais, je pense que ça ferait des sociétés moins malades. Et en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que pour me sentir dans un safe space, dans mon premier cercle, c'est vraiment l'un des points non négociables. Ouais. Il y a quelques années, j'avais été interrogée par Quotidien qui m'avait demandé si j'étais présidente. C'était en 2022, au moment des présidentielles. On m'avait dit si t'étais présidente, ce serait quoi tes 3 premières mesures? Et j'avais dit, je crois que c'était le premier truc que j'avais dit, il faut que les gens aillent en thérapie. Il faut qu'il y ait des psys gratuits dans ce pays, etc. Il y en a, il y en a plein. Mais voilà, de plus en plus, ils sont en train d'essayer de favoriser ce truc. Mais bon, à la sauce, je sais pas si ça fonctionne de façon effective, mais je crois que c'est absolument essentiel, effectivement. Et moi, mon psy dit que gratuit, ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas le même engagement. Oui, voilà, c'est un Lacanian. Oui, peut-être. Mais il est très cher. Hein. Ouais, c'est un Lacanian. Et justement, si vous avez demandé, là, vous avez une baguette magique et vous pouvez appliquer peut-être 3 choses dans la société, qu'est-ce que vous choisiriez de faire? 3 choses, je sais pas. Tu peux en dire 3 choses, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai une idée genre hyper précise de c'est quoi mon monde idéal, et du coup, ça serait ma seule demande sur ma baguette magique. Moi, je pense que le monde idéal, c'est les cours communes de mon enfance quand j'étais en Afrique. En fait, c'est peut-être poétique, mais je pense que c'est pas si poétique, c'est que c'est réel. En fait, en Afrique, on grandit parfois dans des grandes parcelles où il y a pas mal de locataires, et du coup, on est avec une cour commune au milieu, etc., sur lesquelles tout le monde se voit, mange, etc. et tout. Et en fait, on se connaît les uns les autres. Chacun a son local ou son habitation, mais en fait, voilà, ça s'appelle la cour commune parce que justement au milieu, on a une vie de living room, c'est tous ensemble. Et en fait, il y a la part d'individualité qui se passe, les couples, les familles, les célibataires, les gens seuls dans leur local. Et puis, au fait, il y a une vie collective comme ça où on s'occupe les uns les autres, on se connaît les uns les autres.
on prend aussi en compte les qualités et les défauts les uns les autres. C'est-à-dire qu'on sait c'est hyper caricatural, mais réel. Moi, quand j'étais petit, il y avait le menuisier dont on savait que si jamais on a un problème de menuiserie, lui, il peut nous aider. Il y a la dame qui sait bien rafistoler les vêtements, etc. et tout. Et donc, on s'aide les uns les autres. Tout le monde s'occupait des enfants de tout le monde. C'est-à-dire que les enfants... Ça, c'est répandu en Afrique. Hein. T'es pas l'enfant de tes parents, t'es l'enfant du village. Il y avait un peu de ça. Et avec les défauts qui vont avec. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des fois, tout n'était pas parfait. Il y a des choses qui étaient un peu plus poussives, etc. Mais on s'accorde. C'est-à-dire qu'en fait, le monde de ces cours communes est nuancé par rapport aux gens qui la constituent. Et en fait, il y a une espèce de forme de tolérance, de bienveillance, de patience. C'est-à-dire que quand quelqu'un était affecté par un deuil, par la maladie, on prenait soin de lui, on célébrait ceux qui réussissaient. Quand un enfant réussit son diplôme, on l'accompagne et tout. Et en fait, pour moi, c'est un espèce de monde idéal. Et alors, je me dis, si on peut le faire avec 30 personnes, peut-être on peut avec 7-8 milliards. Il faudrait essayer. Ouais, c'est faire communauté au sens propre du terme. Effectivement, avec le souci de bienveillance dont parlaient les filles juste avant, une espèce de bienveillance des uns. Ça part toujours dans la même chose. L'empathie, la bienveillance, ce à quoi on sert, ce à quoi on sait... Là où on est de notre cerveau, ce dont tu parlais, et on sait que lui, il est fragile, ou elle a ce tempérament-là. Et en fait, on fait avec, et après, on s'élève de cette manière-là. Mais à un niveau très local de cette cour commune. Et ça, c'était le monde idéal de mon enfance. Ce soir, je suis avec Félicien Bogaerts, Youssoupha Malvina et Camélia Jordana pour parler des utopies. Et juste avant, tu nous racontais, Youssoupha, comment là où tu as grandi, les gens font communauté autour d'une cour commune où chacun sait faire quelque chose et que donc, en fait, on mutualise finalement toutes les pratiques et on mutualise aussi les peines et les joies. Est-ce que ça vous parle, ce dont parlait Youssoupha, comme en termes de monde idéal et de façon de créer du lien entre les individus ? Ouais, c'est aussi la culture africaine. J'ai ça aussi dans le sang et du coup dans mon éducation. Et en effet, ça, c'est tout à fait commun, quoi. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France. Moi, mes parents sont allés chercher à la sueur de leur front leur ascension sociale, donc ils nous ont offert le grand luxe que de grandir dans une maison avec mes frères et sœurs. Mais eux ont grandi dans une misère noire, et quand j'étais gamine, ma grand-mère vivait encore dans le HLM dans lequel eux-mêmes avaient grandi, cette génération-là. Et en effet, du coup, ça a été un bout de ma maison, parce qu'on est très famille et que c'est des grands pans de ma vie que j'ai passé dans ces endroits-là. Et notamment à la Poncette, à Toulon, gros big up à la Poncette. Et à la Poncette, en effet, c'est des cités dans lesquelles, en fait, les gens cohabitent, quoi. En plus, c'est dans le sud, donc il y a des extérieurs. Il y a des extérieurs avec du soleil, mais pour autant, ouais, c'est vraiment... c'est des familles entières qui se connaissent, qui se connectent, qui s'entraident. Et comme tu disais, quand il y a un mariage, quand il y a un décès, quand il y a une maladie, quand il y a un enfant qui passe un diplôme, en fait, c'est commun. Et en effet, les joies, comme les deuils, comme voilà, tout ça est commun, tout ça est partagé. Et en effet, ouais, moi, je me sens proche de ça. Et puis, j'ai grandi dans une grande famille, en plus. Donc, j'ai la chance de connaître la vie avec plein de gens dedans et très peu de gens dedans. J'adore ma solitude, mais je préfère quand même sincèrement la vie en communauté, clairement. Et pour le coup, tout à l'heure, tu disais la baguette magique. Je pense que si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que tout le monde se lâche la grappe, que tout le monde, que les gens, quand ils vont à l'école, on puisse, la moitié de la journée apprendre des choses et des choses du monde entier, pas que l'histoire que l'éducation nationale de notre propre pays veut nous enseigner. Et que l'après-midi, ce soit un moment d'expression, d'art, de culture et surtout de travail de la terre aussi. Et ouais, cette thérapie, on retombe dessus. Ah ben bien sûr. Et tu parlais là justement de faire communauté. Tu as évoqué tout à l'heure les tribus un peu de potes en fait qu'on se fait et qu'on choisit et avec qui on arrive à vivre et avancer dans la vie et tout. Mais il y a aussi ta famille biologique. Ouais. Ta famille, j'ai vu qu'il y avait un historique que je trouve intéressant justement quant à notre discussion sur les utopies. La résistance, c'est une forme d'utopie aussi.
Ouais. Et puis, je pense que la résistance n'est pas envisageable sans utopie. Tout à l'heure, quand Félicien, tu parlais du mur de Berlin, comme tu disais, Youssoupha, en fait, ça dépend d'où tu te places dans le monde et de quelle époque et tout ça. Et moi, spontanément, ta question, comment tu l'as formulée ? C'était quel moment ? Je sais plus comment tu as formulé cette question. Quels sont les moments du passé où il y a eu une utopie forte, quoi. Ouais, et moi, spontanément, du coup, j'ai pensé à la guerre d'indépendance menée par le peuple algérien. Dont ton grand-père a fait partie. Ouais, dont mes 2 grands-pères ont fait partie, mais j'ai pensé aussi, en fait, au mouvement des Black Panthers. Et en même temps, tu vois, je me disais, alors, les Black Panthers, c'est encore autre chose parce que c'était évidemment des personnes de pouvoir qui choisissaient... et qui menaient l'apartheid, mais en fait les peuples étaient complètement raccords, ce qui était aussi le cas, mais la France et l'Algérie c'est encore une autre histoire. Mais voilà, le slogan, l'un des slogans du FLN, c'était un seul héros, le peuple. Et en effet, je pense qu'en fonction d'où tu te places dans le monde, ces moments d'utopie, c'est les moments où tu as le peuple qui descend dans la rue pour sa souveraineté, en fait. Et moi, ça me bouleverse. Et c'est vrai que, étant franco-algérienne et diguant de ouf l'histoire de l'Algérie, du coup, spontanément, j'ai pensé à cette période de guerre terrible qui a fait énormément de morts du côté du peuple algérien et beaucoup du côté militaire des soldats français. Et c'est vrai que voilà, je me dis, mais en fait, quel niveau d'utopie il te faut et quel niveau de domination subie aussi il te faut pour que, voilà, comment tu arrives à équilibrer entre les deux pour qu'après 130 ans de colonisation, tu te dises non, mais cette année, c'est terminé. Et que d'un coup, il y a un instinct qui se lève. C'est des niveaux d'utopie. Enfin, voilà, je sais pas. J'espère que dans nos cœurs d'humains au XXIe siècle, on peut retrouver cet engagement-là intime, quoi, qui nous inscrit sur un chemin et dans une mission à laquelle on déroge pas. Mais clairement, sans utopie, je ne vois pas comment la résistance peut exister. Ouais. Mais tu as pu, en plus, toi, au cours de ta carrière, au-delà des albums dont on parlait, offrir des prestations sur des chansons qui sont très fortes sur la résistance, etc. En 2021, tu as chanté le chant des partisans, qui, à titre personnel, comme énormément de gens, je pense, c'est une chanson qui me touche au-delà des mots. Tu l'avais chanté au Bataclan, mais il n'y avait pas eu que ça. En 2015 aussi, suite aux attentats, tu avais chanté « Quand on n'a que l'amour ». Avec Yael Naïm et Nolwenn Leroy. Et cette chanson, j'en ai souvent parlé dans l'émission, notamment on parlait de swing tout à l'heure, il était venu sur une émission qui parlait de Jacques Brel, parce que il y avait plein de pans à développer sur cette personne et tout ce que ça signifie. Mais en fait, quand on n'a que l'amour, c'est une chanson sur laquelle j'ai écrit bon nombre de discours de manif en l'écoutant, parce que je trouve que dans ce type de texte, on trouve une telle force de connexion entre les idées vibrantes pour l'humanité, mais aussi une forme d'espèce d'amour fiévreux qui vient déborder et qui pousse à agir. Est-ce que vous avez ça au cœur, le fait que justement, sans forcément rentrer dans des débats spirituels, mais que l'amour du prochain et que l'amour pour toutes les communautés qui nous entourent peut nous porter justement à continuer à croire dans des utopies? Elle était très longue, cette question. Je suis désolée, on dirait les hommes quand ils posent une question pendant les conférences. C'est terrible. Ouais, c'était intense cette question. Est-ce que tu crois à la force créatrice de l'amour pour essayer de consolider des utopies? Vous avez 2 heures. Je crois que. Après, moi, c'est particulier parce que je suis une artiste, donc je crois que c'est pas envisageable de faire ce que je fais sans ça, quoi. Sans amour. Je sais pas, c'est un message que j'essaie de porter en tout cas. Félicien? Oui, j'ai l'impression qu'au fond, quelles que soient les raisons que l'on se trouve pour se mettre en mouvement, que ça soit pour un projet artistique ou pour des causes pour lesquelles on va se battre, descendre dans la rue, organiser des actions, tracter, etc. J'ai l'impression que quels que soient les mots qu'on met là-dessus, il y a quand même au cœur, il y a un fuel, quoi. Il y a un moteur. Alors c'est pas toujours l'amour, hein. Il y a des gens qui peuvent être revanchards, qui peuvent être
méchants. Je pense que la vraie méchanceté existe. C'est vrai ah oui, je pense qu'il y a vraiment des gens méchants. Et puis effectivement, moi, un exemple qui me vient en tête récemment, c'était il y a déjà quand même des 2 ans, vous avez eu en France cette expérience politique vraiment fondamentale, je pense historique et importante, qui était la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On a eu un petit confetti de ça qui s'est passé en Belgique il y a 2 ans à Arlon, dans un bois qui était menacé de destruction, qui l'est toujours d'ailleurs. Arlon qui est dans le sud de la Belgique, qui touche le Luxembourg. Et donc il y a une ZAD qui s'est constituée dans cette sapinière, et j'y étais avec mes copains, on y a passé des journées incroyables. Alors moi j'étais évidemment... j'avais le luxe d'y aller de temps en temps. Il y avait des gens qui s'y étaient installés et qui vivaient sur place. Et là, cette notion justement d'amitié et d'amour, qui d'ailleurs se touchent l'une et l'autre, au sein d'une lutte, elle était permanente. Hein. C'était très impressionnant de voir à quel point là, les liens d'amitié étaient au cœur de l'événement politique qui était en train de se passer. Et c'était ce qu'il y avait de plus spectaculaire dans cette lutte, c'était de voir tout ce qu'il y avait de liens et de moments créés, que ce soit les moments autour du feu, les moments de construction des cabanes, les moments de résistance face à la police, alors d'abord avec des coups de pression et puis avec l'assaut final qui a été donné, quand il y a d'ailleurs pratiquement plus personne sur place. Et ça, voilà, quand tu me parles de l'amour au cœur d'une lutte ou d'un moment déterminant comme ça pour défendre des choses, c'est cet exemple-là qui me vient en tête, la ZAD d'Arlon. Avec beaucoup de solidarité et une communauté en fait qui s'est créée de façon assez organique autour de cette lutte. Et de la bagarre aussi, hein, parce qu'encore une fois, tu disais d'ailleurs, Youssoupha, cette expression, c'est pas le monde des bisounours, mais en fait, c'est vrai aussi, c'est-à-dire que même dans un moment comme ça d'accélération où les gens vivent des choses d'une intensité telle qu'ils se retrouvent dans une forêt avec pas grand-chose à manger, avec le stress permanent d'un assaut policier qui peut arriver, avec le froid, avec les cabanes dans lesquelles on retrouve des rats ou des capotes usagées, il y a quand même des moments d'effusion, d'amitié intense, extraordinaires, et aussi des moments de bagarre, mais au moins il se passe quelque chose, quoi. On n'est pas dans cette espèce d'atonie qui pousse à l'immobilisme. Exactement, la dalle de béton. Youssoupha, justement, cette utilisation de l'amour, j'aimerais qu'on revienne sur cette chanson Dieu est grande que tu adresses à ta fille. Je vous le rappelle, allez voir le clip, vraiment, vous n'allez pas regretter d'avoir suivi ce conseil. Et en fait, moi je trouve que tu as fait un truc très fort sur ce titre, parce qu'en fait, c'est une chanson qui est profondément... féministe, en fait, profondément pour les femmes, et pour justement leur rappeler la place qu'elles doivent prendre dans ce monde. Et tu utilises pour ce faire, en fait, t'es pas là en train de faire un discours politique, tu fais une lettre à ta fille, donc en fait tu utilises un ressort que chacun connaît, qui est l'amour familial, et qui peut parler à tout le monde. C'est assez intelligent d'avoir utilisé ça. Alors, à la base, c'est juste que j'ai beaucoup d'amour pour ma fille. et après, la fibre rapologique a joué, sans doute après par la suite. Mais effectivement, ça a fait ressortir des choses qui rejoignent tout ce qu'on a dit. Je sais pas, rien que, par exemple, le titre. C'est-à-dire que quand j'ai cette idée de titre... Dieu est grande. On parlait tout à l'heure des utopies des uns qui éliminent celles des autres et tout. Quand je trouve le titre Dieu est grande et tout, j'en parle aux femmes autour de moi, elles trouvent ça génial. Et quand j'en parle aux hommes autour de moi, ils trouvent ça too much. Ils disent non, mais la petite elle est mignonne, mais Dieu est grande quand même, tu vois. Et alors qu'en fait, alors que ça a la prétention de rien, et moi après on me demandait ouais, du coup quoi, tu veux dire que Dieu est une femme et tout. Moi j'en sais rien en fait, je me suis jamais posé la question. Moi j'étais vraiment sur une pure esthétique de forme, parce que je trouvais que la forme, ma fille s'appelle Imani, ce qui signifie la foi, et au fait je disais que si on te demande ce que ta foi représente, réponds que Dieu est grande, et je trouvais que waouh, la rime et comment ça sonne et tout, mais je me suis rendu compte que ce qui est une effusion pour certaines, waouh, c'est une espèce de dystopie pour d'autres. Ils disent ouais, mais tu peux pas dire ça. Et moi je disais pourquoi je peux pas dire ça, mais pas parce que, et ça pour des raisons, moi j'ai pas le sentiment d'être féministe, j'ai pas l'impression de l'avoir été ou quoi que ce soit, et parce qu'au fait, au fond de moi, je pense qu'on peut accompagner des mouvements quand on n'est pas du genre, on peut accompagner des mouvements, mais on peut pas s'établir en tant que tel. C'est-à-dire que je trouve... Mais tu voudrais pas t'arroger le droit de toi de te dire féministe. Exactement. Mais par exemple, l'idée... Parce que
à titre très personnel, je sais pas, autour de la table, pour moi, le féminisme, c'est l'idée et la volonté de faire avancer les choses pour que les hommes et les femmes soient égaux, aussi bien dans les droits, donc en théorie, que dans les faits, c'est-à-dire en pratique. Donc factuellement, tout le monde est féministe. Après, oui, tu peux ne pas être activiste féministe. Mais ce qui biaise, c'est qu'une interprétation, mais ce qui biaise, moi, mon interprétation que j'en ai, c'est pour ça que je ne veux pas m'en arroger, c'est que je continue au quotidien à profiter des privilèges d'être un homme. Donc du coup, finalement, je peux, et même pas par volonté, mais juste peut-être par déformation sociale, être contre-productif à un moment sur une meuf qui me dirait ouais mais ça quand même, et on l'entend souvent, ça quand même quand ça se passe comme ça, et moi je dis ouais mais là t'exagères, tu vois. Le ça va il est pas souvent loin avec nous les gars, tu vois ce que je veux dire. Comme moi en tant que noir, quand je parle de mes combats en tant qu'Africain, il y a un blanc qui va toujours me dire ouais, mais bon, ça va. Ouais, et je vois, je vois pas les couleurs. Je vois pas les couleurs. Bien sûr que ça m'arrive. Ça m'arrive. Bien sûr, ça nous arrive hyper souvent. Vous en faites un peu trop, etc. Et en fait, ça vient, mais. Vous en avez pas marre de cette position de victimaire, le mot magique, etc. Et c'est pour ça que j'ai l'humilité d'écouter, de pouvoir un peu fermer ma gueule des fois quand on me dit frérot, ça c'est bizarre. Et voilà, et c'est pour ça que je veux pas devenir une tête de gondole. Je veux pas devenir une tête de gondole de la lutte féministe, parce que ça serait les de l'usurpation. Qui se proclament féministes, ça finit pas toujours bien en plus. Donc, c'est souvent que je veux même pas que ça devienne bizarre ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est quelque chose que par contre je veux comprendre, que je veux accompagner. Et après faire de mon mieux, mais après comme je dis souvent, je repars dans un vestiaire de foot et on dit des choses absolument horribles, mais qui me font rire, parce qu'en fait depuis que j'ai 4 ans, depuis que j'ai 8 ans, je me retrouve dans des vestiaires de foot où il y a des choses où je vais dire oh ça va, tu vois. Et voilà. Mais ça, ce que je dis souvent à tous les mecs de mon entourage, mon mec compris, c'est qu'en fait entre hommes, vous allez avoir accès parfois à des discussions que nous, les hommes, n'aurons jamais devant les femmes. C'est là que se disent les pires dingueries, en fait. Effectivement. Et c'est justement à ce moment-là... Je te le confirme. Oui, et c'est à ce moment-là que vous pouvez nous aider en disant, par contre, frère, genre, ce que tu viens de dire, c'est pas OK. De la même façon que, chez les Blancs, il y a les racistes vraiment officiels qu'on voit à la télé et compagnie, eux, ils se cachent pas. Mais sinon, tu vas avoir ceux qui le sont, mais qui se prennent pour des racistes polis, donc ils vont faire des blagues, des machins. Et en général, ils vont le faire aussi que devant les Blancs. Et là, pour moi, par exemple, c'est le rôle, justement, quand t'es antiraciste, de toi aller dire en tant que Blanc à tes potes qui sont qu'entre Blancs et qui font des blagues bizarres, tu leur dis, attends, ça par contre, je vais t'expliquer, pour moi, nanana. Et ce truc de cadrage, et c'est pareil entre hommes, quoi. Ouais. Mais oui, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de pas vouloir... Mais il faut avoir la personnalité pour s'affirmer, parce qu'au fait, mine de rien, quand on fait ce genre de recadrage, on s'exclut un peu du groupe. Mais Youssi, c'est bon, tu vois. Et donc, faut avoir, ça dépend aussi de la personnalité. On est les fruits de nos environnements et tout ça, là. Et mine de rien, même ce dont on est en train de parler, ça rejoint les utopies. C'est-à-dire comment on pousse pour s'élever, comment on pousse pour mettre de la lumière quand tout le cadre et quand tout l'environnement se referme sur toi. C'est-à-dire que là où il y a un côté, tu casses le délire. C'est bon, tu vois ce que je veux dire. Et on peut dire aussi, ouais, non, mais j'ai pas envie d'être chiant, donc on va continuer à passer un bon moment et ça va tuer personne. Sauf que ça crée des conséquences qui peuvent être désastreuses. Et bienvenue dans Tunnel. Si vous nous rejoignez, nous parlons des utopies ce soir avec mes invités Youssoupha, Félicien Bogaerts, Camélia Jordana et Malvina. Et Malvina, je me tourne vers toi, car juste avant qu'on écoute ce son Dreamin' totalement en lien avec le thème, Youssoupha nous parlait finalement des moments où on réussit à se sortir un peu de l'enfermement d'une situation sombre pour créer quelque chose à partir de ça, une utopie finalement, qu'elle soit individuelle ou collective. Et j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as cheminé ces dernières années ? Même toute ma vie, je crois. Je pense qu'il faut repartir du début, parce que c'est vrai que... en tout cas, si c'est pour le mettre en lien avec mon album... je pense que, et pour le mettre en lien avec l'émission de ce soir, c'est que moi, ma plus grande utopie, c'était de sortir en fait tout simplement de mes relations toxiques. Et c'est un combat que j'ai mené pendant des années, puisque j'étais dans une relation terriblement toxique avec mon père. Et ça a été un peu... un jour, je me souviens que je crois que j'avais à peu près 17 ans et je me suis fait une promesse à moi-même. Je me suis dit, c'est soit on arrête tout ici maintenant,
soit tu te bats et tu essayes de devenir une personne heureuse dans la vie. Et donc, s'en est suivi évidemment des années de thérapie. Et je vois Camélia qui hoche la tête à côté, qui se dit mission accomplie. Je suis validée par Camélia. S'en est suivi évidemment des années de travail sur moi, de travail sur mes relations, parce que j'étais une personne complètement détruite. Il a fallu que je réapprenne à aimer, il a fallu que je réapprenne à m'aimer moi-même d'abord, et puis donc à aimer les autres ensuite. Et voilà, et cet album, c'est un peu comment dire, le récit de ce travail que j'ai fait. Et c'est passé par beaucoup de... Je sais pas si tu veux me poser des questions plus tard ou genre... Non, justement, sur toute la réappropriation de toi-même, de ton identité, de ton histoire, de ton corps même. Ce qui est important parce qu'en fait, en tant que femme, notre corps, il veut dire quelque chose dans la société. Il veut dire quelque chose aussi quand on le produit sur scène. Enfin, il y a un impact, il y a une signification. Qu'est-ce que tu as fait, toi, vers quoi même t'es allée pour te réapproprier justement ce corps et pleinement l'habiter ? Il y a eu... Déjà, ça a commencé par l'exploration du BDSM. Est-ce que tu peux réexpliquer pour les personnes qui ne savent pas avec des mots safe for work si c'est possible, mais bon. Bondage sadomaso. C'est ça, désolée, excusez-moi. Et ça a été... en fait, j'ai été domina pendant 2 ans de façon très régulière. Et ça m'a permis... Je sais pas si ça m'a permis vraiment de réapproprier mon corps. En tout cas, ça m'a permis de... Parce qu'en fait, j'avais un peu des tendances à la destruction et à la domination. Et en fait, paradoxalement, de devenir domina, ça m'a un peu tranxifiée, justement. Parce qu'en fait, j'avais un peu un endroit safe pour exprimer ce truc-là, dans le consentement. Et en fait, je me suis rendu compte que pour être domina, il fallait faire preuve d'une énorme empathie. En fait, il fallait pouvoir se mettre à la place de l'autre, pouvoir évaluer sa douleur, et voilà, parce que le but, c'est quand même de prendre du plaisir, c'est pas non plus de... Parce que la personne qui est domina, c'est donc celle qui dirige la relation dans le cadre d'une relation... oui et non, c'est ça qui est intéressant. En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des séances que en fait, c'est pas moi qui dirigeais du tout. J'avais beau être domina, en fait, c'est le soumis qui contrôle la séance en vrai. Et quand tu as compris ça, ça te fait quand même énormément relativiser sur ta position de domination. Et en fait, je me suis rendu compte que la domination, au final, c'était quand même un jeu auquel tu décides de jouer. Et ça, c'est très... je trouve... en tout cas, moi, c'est le cheminement que j'ai fait. Je trouve ça très intéressant dans mes relations de manière globale, en dehors du BDSM. Parce que je voyais toujours un peu les relations en mode, oui, il y a toujours un dominant, il y a toujours un soumis. Parfois, ça s'inverse. Et en fait, je voyais toutes mes relations comme ça. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça, c'était un jeu auquel je jouais toute seule. Et que la personne en face de moi, elle joue pas forcément à ce jeu-là. Et en fait, d'un coup, ça a un peu fait... OK. Et j'ai complètement revu ma façon de voir mes relations, et ça m'a fait énormément de bien. Et en parallèle à ça, pour me réapproprier mon corps, parce que évidemment, c'est être une femme, tout ça, c'est compliqué. Et surtout quand t'es une femme qui a l'air d'une gamine de 12 ans, c'est encore plus compliqué quand t'as des postes un peu importants à gérer et tout ça. Et c'est vrai qu'on me renvoyait beaucoup, on m'a toujours beaucoup renvoyé à cette image de petite fille que je fais, ou alors... Ouais, à mon image de manière générale. En tout cas, je sais que toute ma vie, on m'a dit « t'es trop maigre ». Et voilà. Et en fait, le truc, c'est que j'y peux rien, c'est mon corps. Genre, je fais avec. Et c'est ma physiologie. Et en fait, c'était en permanence, est-ce que t'as pas maigri, t'es trop maigre, tu devrais manger. Tout était un rapport à la nourriture, à mon poids en permanence. On te renvoyait un truc de faiblesse, alors qu'en fait t'as bon nombre de cordes à ton arc en plus. Moi j'étais assez impressionnée justement en voyant tout ce que tu sais faire au niveau musical. Ouais, oui, en tout cas c'est vrai que moi, ce qu'on m'a toujours appris dans ma famille, c'était un peu le sois belle et tais-toi, quoi. C'est-à-dire, personne ne m'a poussée à faire des études, mais il fallait que je sois jolie, quoi. Et puis après, on parlait beaucoup de mon poids. Je me souviens, une fois, ça a été un peu le point culminant. C'était à un moment donné où
J'allais rentrer dans une salle de concert et je me suis fait fouiller par une femme et elle m'a pris la taille comme ça avec ses mains et elle m'a dit mais faut manger. Et en fait ça m'a tellement fait du mal et je me suis dit mais et en fait du tac au tac je lui ai répondu je mange mais je me fais vomir à chaque fois que je mange en fait. Et ce qui n'est pas le cas, mais je me suis dit si ça avait été vrai. Froid, quoi. Et en fait ça l'a tellement choquée et je me suis dit bah oui mais en fait si ça avait été vrai t'imagines la phrase que tu viens de dire à une jeune femme, enfin ça a un poids énorme en fait. Donc faut faire attention à ce qu'on dit aux jeunes femmes sur leur physique. Et bref, et en fait avant ça je me suis mis à faire de la dysmorphie. Du coup je me regardais dans le miroir et je pleurais parce que je me trouvais atroce, en fait je me trouvais immonde, j'avais l'impression d'être vraiment je sais pas, juste horrible quoi. Et en fait c'est un peu le moment où j'ai commencé à faire de la pole dance. T'en fais dans certains clips d'ailleurs. J'en ai fait dans un clip, ouais. Et j'en ai fait sur scène aussi à la Maroquinerie, c'était incroyable. Et en fait, à ce moment-là, je me suis mis à... En fait, j'ai passé un coup de fil à une nutritionniste qui était spécialisée dans tous les troubles alimentaires. Alors, moi, j'ai jamais eu de troubles alimentaires, mais en tout cas, j'avais... en fait, je me suis mis à... en fait, ça s'est... Je suis devenue obsédée par le fait de grossir en fait. Et du coup, je passais mes journées à manger. Je choisissais, je me disais, il faut que je mange un truc gras. Donc, j'essayais de choisir les trucs les plus gras. J'avais fait une étude de toutes les bouffes les plus grasses du monde pour essayer de prendre du poids. Spoiler alerte, ça n'a jamais marché parce que en fait, c'est pas comme ça que mon corps fonctionne, quoi. Il ne stocke pas. Donc, en fait, je n'ai jamais pris un gramme. Et en fait, ça m'obsédait tellement que j'ai appelé une nutritionniste en disant, aidez-moi, il faut que je grossisse. Et en fait, c'est fou, mais on a parlé 1 heure au téléphone. Elle m'a posé plein de questions sur mes habitudes alimentaires, puis après sur ma vie et tout ça. Et en fait, elle s'est un peu rendue compte que j'essayais de grossir pas pour moi, mais pour les autres, et pour renvoyer une certaine vision de moi, et que j'étais... en fait, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui vous fait du bien dans la vie en fait, qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien dans votre corps? Et je lui ai dit là je viens de commencer à pole dance et c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais je me sens bien dans mon corps et je suis contente et je me sens forte et parce que je prenais du muscle de ouf et puis elle m'a dit juste faites-en plus. Et voilà, j'en ai fait vachement plus. Et je suis devenue ultra musclée. Et quand je me regardais dans le miroir, au bout d'un moment, j'étais en mode putain, les tablettes de chocolat. T'as mis énormément de choses en place en fait pour aller mieux. Et maintenant, tu le retranscris aussi dans ton œuvre musicale. Et on sait que l'art, en plus, peut servir à beaucoup aider les gens. Et il y a un truc quand même... qui me semble important aussi, c'est que peut-être qu'une société qui va bien, c'est une société composée d'individus qui vont bien ou qui en tout cas vont du mieux qu'ils peuvent et à laquelle chacun peut contribuer. Félicien, toi, entre tes 10 000 activités et vies, j'ai retrouvé une petite archive d'il y a 5 ans où tu fais un TEDx à Louvain-la-Neuve, où tu reparles de la théorie du colibri. Il n'était pas très réussi. Écoute, moi j'ai trouvé ça pas mal parce qu'en fait, il fait une métaphore, vous connaissez sûrement la théorie du colibri, où en fait, il y a le feu à la forêt, et donc le petit colibri, il prend des petites gouttes d'eau et on se moque de lui, il dit oui, mais si tout le monde fait comme moi, c'est un truc. Et toi, tu parles d'autres animaux, en plus, tu parles du toucan qui voit mais qui rigole. Qui a un énorme bec qui pourrait transporter beaucoup plus d'eau que le colibri, mais qui se moque du colibri. Le vautour qui fout la merde. Et les vautours qui agitent les ailes pour attiser l'incendie, hein, parce qu'on pourrait penser à beaucoup de gens qui pourraient incarner ces vautours dans le monde d'aujourd'hui. Tu crois, toi, du coup, à cette idée de complémentarité profonde entre les individus et qu'une utopie doit forcément être collective? Moi, je trouve le colibri est tout à fait sympathique et j'ai certainement pas envie de me moquer de lui qui transporte ses gouttes d'eau au-dessus de l'incendie, à condition qu'ils ne se mettent pas en tête que ça suffira à éteindre l'incendie. En fait, c'est la seule chose. Il faudra aussi des sangliers pour venir dégommer les vautours, quoi. Parce qu'on n'arrivera pas à éteindre l'incendie juste avec des petites gouttes de colibri. Et tu dis quelque chose d'intéressant, je trouve, à la fin de ce TEDx. Je l'ai beaucoup vu justement dans les milieux avec des gens qui militent, etc., qui s'activent beaucoup. Les gens ont tendance à s'épuiser parce qu'ils se disent que tant que le but collectif n'est pas atteint, ils n'ont pas le droit au répit, ils n'ont pas le droit au repos. Et donc, on est face à des gens qui explosent complètement en plein vol. Toi, tu dis à la fin, tu enjoins ces étudiants, tu leur dis, écoutez-vous et dites-vous, OK, de quoi est-ce que mon corps est capable
j'avais dit ça. Pour aider, oui, Ah, pour c'est- aider à ce truc collectif, pour, pas si inintéressant, pour finalement. sauver la planète et les gens qui sont sur cette planète, en fait, finalement. Mais ça, je suis toujours d'accord avec ça. Hein. T'es d'accord avec toi? Oui, C'est bien, ça. je trouve que c'est. Il y a parfois, et ça je pense que tu pourrais en parler aussi, enfin qu'on serait nombreux à pouvoir en parler, il y a beaucoup de personnes dans les milieux militants qui ont abordé ou qui l'abordent encore la question du militantisme de façon sacrificielle. Oui. Et c'est comme ça que beaucoup de gens s'épuisent aussi. Et moi je reparle de l'expérience de la ZAD que moi j'ai vécue de manière privilégiée par rapport à d'autres. Mais il y a des gens qui se sont vraiment éreintés dans cette lutte-là, qui se sont profondément et durablement abîmés, voire même des personnes qu'on a perdues. Et oui, c'est parfois paradoxal de voir dans des milieux, notamment les milieux de gauche que je fréquente ou que j'ai pu fréquenter, des personnes qui se battent pour un monde plus doux et qui, eux, vivent des relations notamment très dures les uns avec les autres, où les gens se volent dans les plumes, pour reprendre l'image du colibri et du toucan et du vautour, enfin, c'est cette métaphore aviaire, où les gens s'infligent aussi à leur corps des choses assez violentes. C'est paradoxal. De la même manière que c'est paradoxal de voir qu'à droite, des gens qui nous vendent le modèle travail, famille, patrie sont parfois des gros branleurs avec des familles incestueuses, et etc. hein. Donc, oui, C'était personnel. Là, il y a un truc. Je sens que quelqu'un a été visé. J'ai pensé à des gens, je ne vous dirai pas qui. Bah après, quand on voit aussi qu'en France, un Marouane Ben Lazar, il dégage de la télévision publique, alors hallucinant, que ça. Morandini peut rester sur des chaînes privées, Ça, ça fait quand même J'ai vu ça en arrivant tout à l'heure dans le train. complexe. Hein. C'est hallucinant, cette histoire. On peut même plus trouver refuge en Belgique en plus maintenant, puisque votre gouvernement a basculé, c'est quand même terrible. Non, mais l'histoire du bonnet de ce garçon que je connais pas, hein, mais chaque jour, on a l'impression que ça atteint. Vous avez vu passer ce truc-là? C'est le jeune humoriste sur France 5. L'humoriste Ouais. Marouane Ben Lazar, en fait, il est allé faire une chronique Avec une barbe et un bonnet. dans cet avou avec une barbe et un bonnet, mais c'est un bonnet Zara, je crois. Enfin, il a vraiment mis la ref. Ouais. Il serait blanc, ce serait un hipster, le mec. Ouais, et en fait, il y a l'extrême droite, évidemment, qui a créé l'agenda politique pour dire, regardez, en fait, voilà. Et là, du coup, il y a eu une annonce comme quoi il était viré, quoi. Pas par n'importe qui, là, non, par la ministre de la Culture. Mhm. Il me semble, je ne crois pas me tromper en disant que c'est Rachida Dati elle-même qui a Complètement. annoncé qu'il allait être viré de l'émission après une seule chronique, je pense. C'est la tristesse du pays. Bon, après, moi, j'habite plus en France depuis quelques années et tout, mais je reviens beaucoup parce que j'ai mon label et je fais des concerts et tout. Et je pensais partir de la France, parce que je suis parti pour des raisons même pas sociales d'abord, parce que ma femme, elle avait des aspirations professionnelles différentes, et on est allé vivre en Côte d'Ivoire parce qu'elle avait plus d'opportunités. Elle m'a suivi toute sa vie, et en fait, en tant que mec amoureux, je l'ai suivi là-bas, donc il n'y a même pas de militantisme de base ou quoi que ça, mais bon, du coup, je pensais, mais quand même, il y avait des choses qui commençaient à me tendre ici, et je pensais que partir allait m'éloigner de la France et des Français, et en fait, paradoxalement, ça m'a montré que j'étais très lié aux gens d'ici, que je vais utiliser une expression horrible, mais que, en fait, j'ai senti que j'étais lié à mes compatriotes. Qu'est-ce que j'appelle mes compatriotes? C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui sont français comme moi. Et en fait, quand vous me racontez tout ça, moi, je suis ça un peu de loin. Et en fait, à chaque fois que je reviens en France, il y a toujours un truc comme ça, un truc sur une burqa, un humoriste qui a dit ça, un truc. Et en fait, ça me fait mal au cœur pour les gens qui sont mes frères et sœurs, qui sont de ce pays. C'est-à-dire, je me dis, c'est donc maintenant comme ça qu'on les traite, c'est donc maintenant comme ça qu'on leur parle, c'est donc maintenant même qu'on donne l'impression que c'est ça qui est central dans leur vie, c'est-à-dire que cet humoriste-là, qu'on le vire ou quoi que ce soit. Genre là, tout de suite, la France, elle est dans une position où l'urgence médiatique, c'est de faire 3 semaines de débat sur Aya Nakamura, ou alors dire qu'un mec, il a un bonnet. C'est-à-dire, je me dis vraiment, la hauteur que... C'est-à-dire que moi, je suis rappeur, j'ai fait des albums quand même où j'ai été très dur sur la situation sociale de ce pays, mais j'en ai quand même une haute estime par rapport à d'autres choses. Et je me dis, un pays qui a un potentiel comme ça, avec une population aussi incroyable, vraiment, les Morandini, vraiment ce genre de débat et tout. Et ça, par contre, ça m'affecte. Alors que je pensais que j'en aurais rien à foutre. Ça m'affecte vraiment. Quand vous me racontez des trucs comme ça, je le suis de loin.
Mais je me dis, c'est vraiment donc ça qu'on est devenu. Et par rapport à ceux qui vivent dans ce pays, je suis hyper triste. Alors que normalement, je devrais m'en foutre parce que je vis pas là. Et ben non, ça m'affecte gravement. Tu as raison, c'est un gros potentiel. C'est un pays qui est très beau. C'est un pays avec une population très belle. C'est un pays pour lequel bon nombre de personnes ont de la famille qui a donné du sang. Enfin, en fait, il y a tout un truc. Et c'est très difficile, effectivement, de voir, même on parlait du chant des partisans et de l'héritage formidable que ça constitue, ces chants qui sont un hommage à la résistance et au fait de ne pas sombrer. Et oui, ça rend extrêmement triste de voir, effectivement, dans quoi on tombe. Et on va poursuivre cette discussion avec quand même des petites notes d'espoir, parce que je crois que toute notre discussion pendant ces 2 heures durant a été émaillée d'espoir. Je suis donc, vous l'avez entendu si vous nous suivez depuis ce début d'émission, ce soir avec Malvina, Youssoupha, Camélia Jordana et Félicien Bogaerts pour parler des utopies. Et j'aimerais savoir autour de la table, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir dans le monde actuel ? La nouvelle génération. C'est vrai, tu trouves qu'ils sont... Ouais, enfin la nouvelle génération, c'est pas la nouvelle d'ailleurs, mais Gen Z, ouais, je suis trop fan. Je les trouve trop stylés. Tu trouves qu'ils ont une façon d'agir et de penser qui est différente ? Une façon d'aimer qui est différente. Une façon d'aimer qui est différente et d'être dans le monde, en fait, de se présenter au monde qui est... j'ai l'impression qu'il y a... Je fais une généralité, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de déconstruire. Nous, on est la dernière génération à déconstruire pour pouvoir se rendre compte des angles morts de la société, de ce qu'on a intégré, de ce qui n'est pas OK, de peut-être, en fait, je peux penser autrement parce que ça ne m'appartient pas. C'est mes parents ou la société ou l'Ouest qui a mis ça dans ma tête. Et j'ai l'impression que la Gen Z, en fait, ils sont nés avec le disque dur beaucoup plus vierge et du coup beaucoup plus conscients du monde dans lequel ils sont livrés, quoi. Et du coup, déjà échanger avec des gens de cette génération, moi, ça me fait beaucoup de bien parce que je me dis, waouh, en fait, ils sont trop loin, c'est trop cool. Et ils vont beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Et puis... ça me fait aussi beaucoup de bien parce que je trouve qu'ils apportent beaucoup de bonnes nouvelles, quoi. Les gens de cette génération, il y a souvent plein d'idées, plein de points de vue, plein d'innovations, plein de créations qui, moi, me rassurent vachement sur l'état du monde, j'avoue. Alors moi, je dirais l'amitié et l'amour qui, en fait, se côtoient et se touchent et parfois même se confondent dans une sorte de supernova magnifique. J'ai fait un rêve il n'y a pas longtemps où il y avait une attaque nucléaire. J'étais dans une sorte de... les rêves, Félicien. C'était on était dans un hall sportif. Et il y avait un événement qui était inauguré par le prince Laurent, qui est donc le frère du roi Philippe. C'est précis de ouf, t'as précis, frérot. En fait, je me suis entraîné. Il y a un casting et tout. Ah bah ouais, grave, le prince Laurent était là. Et vous allez voir le lien. À un moment, on est dans cette espèce de salle de sport où on inaugure, je pense, une exposition, un événement quelconque. Et je vois que le prince Laurent disparaît en une fraction de seconde parce qu'en fait, lui a eu l'info avant les autres. Et on entend les sirènes. Et en fait, on comprend qu'il y a une attaque nucléaire et qu'on va mourir. Et là, je suis avec mon mec et on va se cacher dans une espèce de... là où on range les trucs de sport, quoi. Ouais. Et on se tient par la main et en fait, on va mourir, mais c'est pas grave parce qu'on s'aime. Et je vous jure que c'est ça. Et je me suis réveillé comme ça et c'était un beau rêve. Ah, moi, je fais tout le temps des rêves comme ça aussi, je comprends. Oh, vous êtes hyper précis, vous. Ouais. Puis vous avez le prince Laurent, quoi. Moi, C'était la partie la plus émouvante du rêve, c'était le prince Laurent. Tu fais des rêves princiers, quoi. De savoir que lui a été sauvé, ça m'a quand même fait plaisir. C'était genre ouf, le prince est sauf, quoi. C'est déjà ça. grave. Incroyable. Peut-être qu'il a rêvé aussi. Tu fais des rêves très dignes. Il a fait le même rêve, tu sais, je me suis toujours posé, est-ce que quand t'es dans mon rêve, Est-ce que lui, toi aussi t'as rêvé de la même chose, etc. S'il faut, il est dans une émission ailleurs, genre pour le journal Point de Vue, et il est en train de dire, alors j'ai fait ce rêve, il y avait Félicien Bogaerts, il y avait un gars avec son mec, putain, ils sont allés dans le local à équipement, quelle mauvaise idée, vraiment, les arrivistes. Tu vois, lui, il a cette précision-là. Youssoupha, qu'est-ce qui te donne de l'espoir, toi, et qui t'aide à ne pas être justement consumé par la colère face à l'état du monde ? Moi, c'est quelque chose en ce moment face auquel je fais face. J'ai vraiment du mal à ne pas être dépassé par ma colère, vraiment. Est-ce que tu as des techniques, toi, pour ça ? J'essaie de l'apaiser. Et par contre, je rejoins Camélia. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants. Et donc, mes enfants, et pas parce que c'est les miens, mais pour les raisons que Camélia a énoncées, c'est-à-dire qu'ils ont l'air de
de proposer quelque chose de nouveau et justement je veux pas les calmer dans cet élan-là et je veux pas que la société même en général les calme dans cet élan-là. C'est pour ça qu'au début de notre entretien global, quand je disais ouais il faut libérer les utopies, j'essaie de pas les limiter. Dans le morceau justement Dieu est grande, je disais ouais si t'as tes enfants, en parlant à ma fille je dis si t'as tes enfants, enseigne-leur d'abord ce que t'aurais aimé qu'à toi on t'enseigne. Moi je demande pas à mes enfants de dire ce que je vous ai dit, reproduisez-le. Non. Dans ce que je vous dis, il doit y avoir des trucs bien, mais il doit y avoir des failles. Et si jamais vous les décelez, essayez de faire mieux. Parce qu'en fait, c'est souvent le fait de perpétuer des traumas, des jugements de travers, des choses un peu négatives comme ça qui les ancrent et qui fait qu'on en sort plus difficilement. Et moi, je trouve qu'effectivement, c'est une génération dégourdie. Alors peut-être que je la fantasme, mais c'est quand même mes enfants et je vois bien qu'ils remettent en cause, ils interrogent un peu notre corpus, ils interrogent un peu nos trucs à l'ancienne et au niveau de l'écologie, du monde, de la création, de la spiritualité. J'aime bien les questions que mon fils il me pose. Moi, par exemple, je suis musulman, ma femme, elle est chrétienne. Et mon fils, il est croyant, mais j'ai l'impression qu'il a une voix à lui. Et c'est pour ça que je le touche à peine, parce que je trouve que sa voix, elle est encore plus belle. Mais j'ai l'impression qu'il l'a inventée grâce à nos socles à nous, et qu'on n'a pas donné d'injonction. Et le fait de sa troisième voix, j'ai presque envie de lui dire, c'est quoi ta religion plutôt? Moi aussi je veux en être parce que il fait son église. Voilà, tu vois, il vient, lui il aime bien, il est dans un orchestre gospel, mais en même temps il me dit ouais papa c'est l'Aïd pour la mosquée, mais j'aime bien ce qu'il invente en fait, et j'aime bien ce qu'il va prendre chez ses potes et tout ça, j'aime bien la transversalité de ses cultures et tout, et justement je le freine pas, au contraire je lui dis vas-y et montre-moi que j'avais tort. Voilà. Malvina, très rapidement, est-ce que pour toi, on a besoin justement de se projeter dans ces utopies où le monde va être meilleur pour tenir mentalement? C'est une nécessité de continuer à croire? J'imagine que c'est différent pour tout le monde. Après, moi, j'aime bien vivre dans le présent parce que je ne sais pas si je serai toujours là demain. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie. Et du coup, j'essaye de vivre les choses de façon très urgente. C'est important aussi de célébrer ce qui se passe. Tout de suite, ouais, c'est ça. Et de trouver du plaisir dans chaque journée. Et j'ai un peu ce nouveau rituel, d'ailleurs, le matin, quand je me lève, je me dis « Waouh, c'est incroyable, je suis en bonne santé, je vais bien, je suis pas malade, j'ai pas de problème. » Célébrer ce qui va en fait, bien, genre en juste fait. de mettre... Je sais pas, remettre en avant les trucs positifs de ta vie, Bien tu vas sûr. dire. Alors qu'en plus, j'avoue qu'il m'arrive plein de merde en ce moment. Mais j'arrive à trouver là-dedans des trucs qui me font du bien. Et du coup, je pense que c'est important d'avoir des utopies déjà dans ta journée, quoi. C'est déjà énorme. Je trouve tant qu'il y a un truc positif, beau, tu ça. peux t'en servir comme d'un porte au loin, tu sais. C'est ça. Et tout de suite, pour clôturer cette émission en beauté, nous allons avoir l'honneur d'avoir un PBO, c'est-à-dire une chanson chantée au pupitre, comme ça, par Camélia Jordana. C'est Winrack, tout de suite, sur Move. Ça y est, la lumière est éteinte. Dedans, je sens battre mon pouls. J'ai le souvenir de ton étreinte. Ça se voit, j'ai le rose au jour. Moi, tout me ramène à toi. Là, je sens ta main dans la mienne. Jusqu'à l'odeur de ton cou. Je me bats, ouais. Vois comme je me démène. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Jour après jour, je te cherche, mi amor. Pero yo no tengo el espacio en mi cuerpo por este dolor. عندي حب كبير بس راح تروح بعيد عليهم. خلي في قلبك ايام وانا بيك مبلية. يا حالي روحاني غيابك مهناني. يا عمري وين راك وين راك وين راك. Toi seul pour me consoler, envoler ton rire, ta nia. Je sais même pas comment t'as fait pour m'ensorceler. Je suis finie à Lyon. Toi aussi t'es piqué, n'essaie pas de nier. Maintenant nos cœurs ne font que saigner. Ya عمري نحبك وليلي وليلي.
te cherche, mi amor. Pero yo no tengo el espacio en mi cuerpo por este dolor. عندي حب كبير بس راح تروح باين عليا. خليك في قلبي كيان وانا بيك مبلية. يا حالي روحاني غيابك مهناني. يا عمري وين راك وين راك وين راك. C'était Camélia Jordana sur Move en live Winrack. Tunnel, le bruit et l'humeur. Anna Toumazov. Tu chantes vraiment bien. Hein. Et les amis, c'est malheureusement la toute dernière minute de ce tunnel. J'ai été ravie de vous avoir autour de moi. Camélia Merci, Jordana, Anna. que nous venons d'entendre Merci interpréter son dernier single que vous pouvez déjà retrouver sur les plateformes, dans les bacs, qui s'appelle Winrack. Je crois que je prononce très mal. Est-ce que tu peux le Non, prononcer? t'es pas loin, Winrack. Winrack. Ensuite, Oui, allez. merci Camélia d'avoir été parmi nous Merci, ce soir. Anna, de m'avoir Félicien Bogart, on peut te retrouver à plein d'endroits. Déjà pour les Bruxellois, le mardi 11 février au cabaret Los à Moelle. Voilà. Sinon sur Les YouTube. chansons des un peu copains. partout. Et puis sinon, il y a la chaîne Le Billet Vert, BIAIS. C'est le billet vert. C'est un jeu de mots assez habile. C'est là que je suis notamment. Et sur les réseaux sociaux, Youssoupha, on te retrouve toi aussi sur les plateformes et dans les bacs avec ton nouvel album, le 7e, Amour Suprême. Exactement. Merci d'avoir été parmi nous, C'est Youssoupha. très gentil de m'avoir accueilli. Et enfin, Malvina, que nous avons également entendu chanter en début d'émission. Ton dernier album sorti l'an dernier, Mercedes, et sur les réseaux sociaux, j'imagine. C'est exactement ça. Et bien, merci à tous les quatre d'avoir partagé ce moment avec moi. Et quant à nous, nous nous retrouvons sur les plateformes, donc toutes vos plateformes de streaming habituelles, sur le site et l'application Radio France et sur YouTube. Et évidemment, pour le prochain épisode de Tunnel, tous les jeudis de 19h à 21h sur Move. Salut.